Bienvenue à notre dernière conférence midi du CERSPUL, donc le Centre de recherche sur les soins et les services de première ligne de l'Université Laval. Je m'appelle Lise Pueblo, je suis agente de planification, de programmation et de recherche en soutien à la direction. Donc, il me fait plaisir de vous présenter Nancy Leblanc, qui va nous parler aujourd'hui des problèmes de comportement et surplus de poids à l'âge préscolaire. Existe-t-il une relation? Donc, Nancy Leblanc est professeure agrégée à la Faculté des sciences infirmières de l'Université Laval et chercheure régulière au CERSPUL. Elle est responsable de l'enseignement de la pratique infirmière auprès de la clientèle pédiatrique à la faculté. Ses intérêts de recherche portent notamment sur les troubles comportementaux et développementaux chez les enfants d'âge préscolaire, ainsi que sur les approches complémentaires et alternatives en soins infirmiers pédiatriques. Donc, la conférence va durer 1 heure, de midi à 13 heures. Il se peut qu'on dépasse un petit peu puisqu'on a pris un petit peu de retard. Vous pourrez quand même quitter à 13 heures si on vous attend. Donc, on va avoir une présentation. À la suite de cette présentation, il y aura une période de questions. Je vous laisse avec la conférence. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, merci de votre participation. Je voulais saluer nos gens là-bas. Je vais le faire d'emblée. Il y a peut-être quelqu'un de caché qui se manifestera. Donc, voilà, la présentation colle très bien avec mon profil. En fait, je suis professeure à l'Université Laval depuis 2005. Je reconnais certains visages. Probablement que nous nous sommes croisés dans les corridors de l'université. J'ai aussi été chercheur à l'unité de recherche en pédiatrie au CHUL, donc il y a peut-être d'autres personnes. Peut-être qu'on s'est croisés là, on s'est peut-être croisés dans un parc, peu importe. Je suis bien heureuse que les gens soient ici aujourd'hui. Il fait tellement beau, on aurait le goût d'aller manger à l'extérieur. Mais vous allez voir, je vais rendre cette présentation des plus dynamiques et je souhaite sincèrement que je puisse contribuer à améliorer vos connaissances dans le domaine de la petite enfance, puisque on va parler aujourd'hui des troubles, en fait, de la relation entre le surplus de poids à l'âge préscolaire et les troubles de comportement. Donc, voici ce que je vous propose comme menu ce midi. Donc, tout le processus de recherche, on va mettre l'accent, bien entendu, sur les résultats qui sont issus de notre recherche et comme ça a été indiqué, il y aura une période de questions. Vos commentaires sont bienvenus. Avant de débuter, je tiens sincèrement à remercier Vicky Drapeau, qui est professeure à l'Université Laval au département d'éducation physique. Jérôme Leclerc, qui était à ce moment-là auxiliaire de recherche, et David Aymon, le consultant statistique, pour leur collaboration à ce projet de recherche-là. Vicky a été d'une aide extraordinaire, notamment pour la dimension du surplus de poids. Donc, je tiens à les remercier. Et pour vous informer, les résultats de cette recherche-là vont être publiés à l'automne prochain dans la revue Enfance en difficulté. Donc, j'ai reçu il n'y a pas si longtemps l'acceptation de mon papier. Donc, vous aurez un article qui paraîtra quelque part à l'automne prochain dans la revue Enfance en difficulté. Voilà. Donc, la prévalence des problèmes de comportement et du surplus de poids chez les enfants d'âge préscolaire est en augmentation à l'échelle mondiale. Vous avez probablement entendu le fléau de l'obésité chez les tout-petits. Bien, les troubles du comportement aussi, notamment à l'échelle, notamment à l'âge préscolaire. Il y a comme une tendance avec ces deux problématiques-là. Donc, si on regarde au plan du comportement, bien, aux États-Unis, il y a environ entre 11 et 20 des enfants d'âge préscolaire, donc du 2 ou 3-5 ans, qui seraient atteints de problèmes de comportement. Au niveau du surplus de poids, donc quand je parle surplus de poids, je fais référence à l'embonpoint ou à l'obésité. Je vais définir ces variables-là tout à l'heure. Au Canada, bien, en fait, le Canada se situe au 3e rang des pays qui affichent les taux d'obésité infantile les plus élevés, parmi 29 pays qui étaient à l'étude.
Donc, souvent, on se dit, ben non, c'est aux États-Unis. Ben nous, on est quand même au Canada au 3e rang. Donc, ça, c'est des données issues de l'UNICEF en 2013. Et au Québec, il y a environ 26% des 2 à 5 ans qui présentent un surplus de poids. Donc, ces données-là semblent soit être stables ou en légère augmentation. Vous savez, la malbouffe, l'inactivité physique, les tablettes, là, le spinner, le fameux spinner. Bon, il y en a qui disent, ben c'est une façon de brûler des calories, mais en tout cas, je viendrai vous présenter peut-être quelque chose à un moment donné sur les effets du spinner. Donc, c'est juste pour situer un peu l'ampleur de la problématique. Donc, moi, je me suis dit, le surplus de poids est en augmentation, les troubles du comportement, puis moi, je m'intéresse beaucoup à la clientèle préscolaire, donc le dépistage précoce. Je me suis dit, est-ce qu'il y a des études qui ont regardé la relation entre ces deux problématiques-là? Oui, il y a quelques études qui ont exploré la question de la relation entre ces deux problèmes de santé-là. Cependant, la majorité des études vont s'être penchées sur les clientèles d'âge scolaire et la clientèle adulte. Donc, on a très, très peu d'études spécifiquement associées à l'âge préscolaire. Pourquoi? En fait, c'est très complexe chez nos 3-5 ans de distinguer c'est quoi un comportement normal d'un comportement anormal. Hein? On a des enfants turbulents à 3-5 ans, bien, c'est normal jusqu'à un certain degré. Moi-même, je suis maman de jumelles qui va avoir 4 ans. J'ai un garçon de 8 ans. Bien, des fois, c'est difficile de distinguer qu'est-ce qui est normal et anormal. Donc, c'est pour ça que les études se sont penchées davantage vers la clientèle scolaire. Un autre point qui est soulevé aussi, pourquoi on l'étudie peu au préscolaire, c'est que les comportements sont très variables d'un contexte à l'autre. Souvent, nos enfants de 3-5 ans vont adopter, manifester des comportements problématiques en CPE, en garderie, mais à la maison, tout va bien, ou à l'inverse. Donc, ce qui rend le dépistage précoce très difficile. Ce que les auteurs, les chercheurs, les cliniciens démontrent, c'est que, en fait, les études que j'ai recensées, vraiment durant la période préscolaire, les résultats sont très divergents. Donc, on a à la fois des auteurs, des chercheurs qui ont remarqué des relations significatives, mais très faibles, entre les problèmes de comportement et le surplus de poids. Les principaux problèmes de comportement qu'on a observés à cet âge-là, bien, vous comprendrez, 3-5 ans, c'est plus des problématiques au plan émotionnel, la gestion des émotions, la colère, tout ça, des troubles d'agressivité, troubles d'hyperactivité, d'impulsivité, bien entendu. Donc, des problématiques qui émergent déjà à 2-3 ans puis qui sont très sévères ou qui atteignent un seuil clinique, et le surplus de poids. Donc, on garde en mémoire que oui, il y a des relations significatives entre le surplus de poids et ces comportements-là, mais les relations sont très faibles. D'autre part, il y a des auteurs qui ont indiqué une absence de relations significatives entre les deux problématiques visées, puis ils se rendent compte que, ça émerge plus à l'âge scolaire. Là où on demande, par exemple, à l'enfant de faire des tâches à l'école, ça ressort plus cette relation-là à l'âge scolaire. Il y a quelques auteurs qui se sont intéressés à observer des différences entre les garçons et les filles, parce qu'on s'est dit, s'il y a des relations entre le surplus de poids et les comportements, est-ce que c'est les garçons qui sont plus touchés, les petites filles? Je vous dirais, jusqu'à maintenant, il y a très, très peu d'études au préscolaire. Moi, j'en ai recensé 2-3. Ce qui ressort, c'est que ce sont les garçons qui sont atteints d'obésité, de surplus de poids, qui sont plus à risque de problèmes comportementaux que les petites filles du même âge, mais vous comprendrez qu'à 2-3 études, on ne peut pas conclure, là. Il y a d'autres études qui sont nécessaires pour déterminer ça. Mais déjà, à l'âge préscolaire, on est capable d'observer des différences entre les sexes, ce qui nous permet de mieux cibler nos interventions. Ça va pour ça?
Mais là, on se dit, OK, il y a une relation qui est potentielle là. On sait qu'il y a des auteurs qui ont déterminé qu'il y avait un lien entre les deux problématiques. Il y en a d'autres non, les différences sexuelles. Mais qu'est-ce qui peut expliquer justement qu'il y a un lien entre le surpoids et les troubles du comportement? Donc, je me suis amusée dans la littérature à essayer de voir s'il n'y avait pas des hypothèses qui pouvaient expliquer cette relation-là. Ce que j'ai trouvé, c'est que la majorité des hypothèses qui ont été émises quant aux mécanismes qui peuvent expliquer la relation entre les deux problématiques, ce sont des études qui ont porté sur des enfants qui ont des troubles, le TDAH, le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. Mais je me dis, c'est un des troubles qui est le plus prévalent. Là, les troubles anxieux semblent prendre le dessus. Vous êtes probablement au courant de ça. On accote le TDAH. Donc, dans une des recensions des écrits menés par Dr. Cortese, en fait, comme première hypothèse émise, c'est que l'impulsivité puis l'inattention, qui est rattachée au TDAH, mènerait l'enfant à des conduites alimentaires malsaines. Ce qu'on entend ici, c'est la malbouffe, l'oubli de s'alimenter, l'ingestion compulsive d'aliments et en retour, ce qui augmenterait le risque d'obésité. Ça, c'est une des hypothèses. Comme deuxième hypothèse énoncée, en fait, c'est que l'obésité puis le TDAH partageraient des déficits dopaminergiques communs, ce qui entraînerait les enfants atteints à des récompenses immédiates qui sont inappropriées. Donc, encore là, tout l'aspect de l'alimentation est inadéquate. Et ce qui fait en sorte qu'on les mène plus à risque de surpoids et d'obésité. Comme troisième hypothèse, l'obésité puis les facteurs associés, donc par exemple les troubles du sommeil, bien ça peut causer ou imiter le TDAH. Donc ça, retenez que là c'est une tendance, on essaie de voir qu'est-ce qui peut expliquer la relation entre les problématiques de comportement puis le surplus de poids. Là, les recherches, tout ce qu'on a dans la littérature actuellement, c'est pas mal plus en lien avec les troubles, l'hyperactivité, l'impulsivité puis l'inattention. Mais je trouve que c'est quand même intéressant. Puis on a la relation inverse aussi, que l'obésité pourrait entraîner des problèmes attentionnels. Oui. Donc, la littérature nous porte à croire que c'est nécessaire d'augmenter l'état des connaissances sur la relation potentielle en bas âge parce qu'il y a quelque chose qui se pointe là, considérant spécialement l'émergence hâtive de ces problématiques de santé-là. Déjà à 2 ans, on a des enfants qui ont des seuils cliniques de surpoids puis de troubles du comportement. La chronicité, vous savez que le TDAH, on ne guérit pas de ça. On peut minimiser les symptômes. Et l'obésité, bien, c'est sûr que toutes les conséquences à court et à long terme engendrées. Puis on sait qu'il y a déjà des chercheurs, des cliniciens qui se penchent sur des interventions préventives qui sont favorables au développement des enfants atteints. Oui, il y a la médication, mais il y aura peut-être d'autres choses aussi. Donc, le but de notre étude était d'examiner la relation entre les problèmes de comportement, donc à la fois intériorisés et extériorisés. Je vais vous présenter un peu de quel comportement on est allé explorer. Puis le surplus de poids chez des enfants québécois âgés entre 3 et 5 ans. Cette étude a été approuvée par le Comité d'éthique de la recherche du CHU de Québec, Université Laval. Pour participer à cette étude, les enfants devaient être âgés entre 3 et 5 ans et fréquenter un CPE de la région de la capitale nationale, donc région 03. Au départ, on s'était dit on va aller chercher aussi Chaudière-Appalaches, mais faute d'argent, de subvention, on s'est limité à la région 03. Tous les enfants qui présentaient un déficit, un handicap physique ou intellectuel ont été exclus de l'étude. Donc, il y a 30 CPE
sur le site, par le site web du ministère de la Famille, on est allé choisir une trentaine de CPE. C'est ce que ça me prenait pour, comme puissance statistique pour avoir des différences. De ces 30 CPE-là, j'ai 13 CPE qui ont refusé, mais tout simplement parce qu'ils participaient à d'autres projets en même temps que le mien. C'était pas parce que l'étude n'était pas intéressante. De ces 30 CPE-là, donc, on a sollicité 1014 parents et j'ai eu un taux de réponse de 32,5 %. C'est pas beaucoup, mais je vous expliquerai tout à l'heure qu'on est quand même dans l'étendue. Pour des clientèles préscolaires, c'est très difficile. Les parents ont une réticence à participer à des projets. Surtout quand on parle de surplus de poids et de troubles du comportement. Déjà, au départ, oui, 2 étiquettes. Donc, ce qui nous a mené à 330 participants, quand même. Puis, il fallait y aller aussi avec le budget qu'on avait. Oh, ça sort petit, là, mais... donc, pour les problèmes de comportement intériorisés et extériorisés, peut-être que vous connaissez, moi, j'ai utilisé la version canadienne-française du CBCL 1.55, donc Child Behavior Checklist, puis 1.55 parce que je m'intéresse à la clientèle préscolaire. C'est un outil qui a été validé. La version originale anglaise a été validée, puis les qualités psychométriques là, démontrent satisfaisantes. En français, c'est la liste de vérification du comportement des enfants. Donc, je la présente moi-même dans mes cours pour les infirmières. On pense qu'il n'y a pas d'outil validé pour dépister les troubles du comportement en bas âge. Bien ça, si vous avez un outil à utiliser, c'est lui qui sort. Dans le cas de la présente étude, le questionnaire a été rempli majoritairement par les mères. Je pense dans 92 % des cas, c'est plus les mamans qui ont répondu au questionnaire que les papas. Et cette échelle-là visait à évaluer la fréquence des comportements au cours des deux derniers mois. Donc, on demandait aux parents répondants, est-ce que les comportements qui sont là, et je vais les décrire davantage dans la prochaine acétate. Est-ce que ça s'applique dans le cas de votre enfant? C'est plus ou moins vrai. Ou 2, si c'est toujours ou souvent vrai. Donc, vous allez voir, c'est très variable comme comportement. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent l'outil ici. Non? OK. Donc, CBCL 1.55. Et vous avez les versions scolaires, ados, adultes, version parents. Et on peut le faire compléter par l'éducatrice en garderie aussi. Fait que ça, c'est merveilleux. On peut avoir les données de plusieurs sources d'informations. Alors, la liste de vérification du comportement des enfants. Comportements intériorisés, donc, qui sont dirigés vers soi, qui sont internes à la personne. 4 sous-échelles. Donc, on évalue les dimensions, toute la réactivité émotive chez l'enfant, les problèmes d'anxiété, de dépression. Les plaintes somatiques, 3-5 ans, ça cote fort, et la dimension du retrait social. Comportement extériorisé, 2 sous-échelles, problème attentionnel, donc notre TDAH se retrouve un peu là-dedans, et très prévalent, les troubles d'anxiété, les problématiques rattachées à l'agressivité de toute nature. Pour en arriver aussi à une 3e dimension, les comportements globaux, bien là, on va combiner à la fois les comportements intériorisés plus les extériorisés. Et on a ceux qui s'intéressent aux problèmes, aux troubles du sommeil chez les tout-petits. Bien, elle n'est pas très laborieuse, il y a seulement 7 énoncés, mais ça peut être intéressant. Cette échelle-là, elle est traitée de façon indépendante au plan statistique. Ça ne correspond pas à un comportement intériorisé ou extériorisé, là. Mais elle fait partie de l'échelle. Puis d'autres comportements, on a quand même 32 énoncés sur 99 énoncés, comme par exemple l'enfant va ingérer des aliments non comestibles, ce qui est très prévalent à 3-5 ans, mais ça peut devenir pathologique aussi. Donc, vous avez d'autres comportements qui ne cadrent pas dans les problèmes intériorisés, extériorisés, mais que vous pouvez aller chercher dans la liste de vérification du comportement des enfants. Donc ça, c'était pour
les troubles du comportement. Pour les mesures rattachées au surplus de poids, on a fait compléter aussi un questionnaire socio-démographique. Donc, le parent répondant devait à la fois compléter le questionnaire socio-démographique et la liste de vérification du comportement. Il y a 2 questions à l'intérieur de ce questionnaire-là qui étaient reliées au surplus de poids. Donc, on demandait aux parents quel est le poids de votre enfant actuellement et quelle est la taille de votre enfant actuellement. Idéalement, je vais en parler, ça fait partie d'une limite de l'étude. Il a fallu partir puis aller peser directement. Ça demande du déplacement, du personnel, tout ça. Je me suis dit, je vais quand même tenter, c'est un projet pilote. S'il y a quelque chose qui sort, bien après ça, mais on est très conscient de cette limite-là. Parce que la plupart des études recensées ont eu recours à des laboratoires expérimentaux et tout ça, là. La plupart des études ont été menées d'ailleurs aux États-Unis. Donc voilà. De ces questions-là, ça nous a permis d'extraire et de calculer l'indice de masse corporelle et d'en déterminer des catégories de poids. Catégories de poids ici qui sont issues des normes de croissance de l'OMS pour le Canada. Donc, les normes établies en fonction de l'âge et du sexe de l'enfant. Ça nous amène à 4 catégories. Donc, les enfants ont été classés soit dans la catégorie poids normal avec les centiles, risque d'embonpoint, embonpoint et obésité. Nous, ce qui nous intéresse, les résultats vont être que je vais vous présenter dans quelques instants. On va comparer les enfants de poids normal et les enfants en surplus de poids au plan du comportement. Il y a la question qui peut être posée, bien, pourquoi tu as mis les enfants à risque d'embonpoint dans la catégorie surplus de poids? Bien, 0-5 ans, en fait, là, moi, c'est la clientèle 3-5 ans. Ces enfants-là, à risque, ont été considérés comme ayant un surplus de poids parce que, tout simplement, ils avaient un rang centile au-delà du 85e. Puis ça, c'est je vous dirais, au plan international, c'est notre seuil. Fait que moi, il entre ici en surplus de poids. OK. Oui. Contrairement à d'autres études, il y a des études qui n'ont pas considéré la présence de variables ou n'ont pas contrôlé leur analyse statistique par rapport à certaines variables confondantes. Donc, nous, on a retenu, on a sélectionné en raison de leur influence possible sur les 2 problématiques visées, des variables propres à l'enfant, propres aux parents et des variables qui sont rattachées à la famille. Donc, chez l'enfant, on a considéré l'âge de l'enfant, le sexe, le temps par semaine consacré à l'activité physique, aux jeux vidéo et à la télévision. Vous allez voir qu'à 3-5 ans, on peut avoir des surprises. Et retenez que moi, j'ai juste 330 parents qui ont répondu, puis des fois, on n'est pas certain, hein? La désirabilité sociale, il y a peut-être un biais là. Autre variable chez les parents, bien, l'âge des parents nécessairement, la scolarité, le statut d'emploi, la présence de troubles mentaux et d'obésité chez les parents, parce qu'on sait que c'est nécessairement relié à la présence de surpoids ou de troubles de santé mentale chez les tout-petits. Puis au niveau de la famille, la structure familiale et le revenu annuel. Donc ça, on a tout pris ça en compte dans nos analyses statistiques. Ces variables-là, l'ensemble des questions ont été posées aussi dans le questionnaire socio-démographique. Donc, c'est ça. On a fait des petites enveloppes. On a envoyé nos 2 questionnaires par la poste aux directeurs, directrices des CPE, des 30 CPE ciblés. Moi, j'avais communiqué avec les directeurs pour leur dire que ça arrivait par la poste et tout ça, et pour leur demander ensuite, une fois qu'ils récupèrent mes enveloppes, de les distribuer par le courrier interne du CPE. Donc, dans les petits casiers, c'est la meilleure façon. Stratégie de recrutement gagnante.
Et une fois que les parents m'ont complété les questionnaires, bon, enveloppe pré-timbrée et tout ça, c'était retourné à l'université. On a envoyé 2 semaines suite à l'envoi initial, une lettre de rappel pour remercier les parents qui avaient déjà complété et pour faire un rappel aux parents qui avaient peut-être oublié de compléter. Donc, c'est la procédure qu'on a utilisée. Vous voyez quand même bien? Pas pire? Moi, ça commence à être petit là-bas, là. Je me dis, bon, le problème de vision, c'est l'âge qui arrive. Caractéristiques des participants. Bon, 330 enfants. Donc, voyez-vous, 299 mamans qui ont répondu versus 31 papas. Les enfants, l'âge moyen des enfants, donc on est autour de 4 ans. Autant garçons-filles, 50,9% des garçons. Nombre d'heures d'activité par semaine, donc presque 69% des enfants font moins de 5 heures par semaine d'activité physique. Jeux vidéo, là, retenez qu'on est à 3-5 ans aussi, fait que le contrôle parental est peut-être plus facile. Ça aurait été agréable d'avoir le 6-12 ans. Donc, et le temps à la télévision aussi, moins de 5 heures par semaine, bon, c'est pas si mal. C'est plus au niveau de l'activité que c'est questionnant, là. Les parents, mi-trentaine, là, vous allez voir que j'ai une population bien nantie. Scolarité complétée, des gens universitaires, fait que, bon, les questionnaires, ouais. L'emploi, il occupe un emploi dans 95% des cas, absence pratiquement de troubles de santé mentale, d'obésité, mais je garde le punch, là, vous allez voir, j'ai des très bons résultats. Enfants issus de familles biparentales, quand même, et un revenu supérieur à 80 000 $. Fait qu'on n'est pas dans un contexte de vulnérabilité. Là, c'est le territoire de la capitale nationale, des CPE un peu partout. Est-ce que tu en avais des CPE qui étaient dans le milieu plus vulnérable? Oui, j'en avais quelques-uns. Oui, les gens participent. Puis j'ai déjà mené d'autres études dans des contextes de vulnérabilité, puis les gens participent bien aussi. Fait que juste de garder en mémoire qu'on a quand même des familles bien nanties. Oui, tout à fait. Bon, là, on a réalisé notamment des analyses de variance pour comparer les garçons et les filles au plan comportemental. Donc, comme je le disais tout à l'heure, mes 4 catégories, j'ai mon groupe poids normal et mon groupe surplus de poids, à la fois pour les garçons et les filles. Là, ça ne sort pas très bien ici. Là, bon, vous le voyez peut-être là, en rouge. Ça, c'est ce qui est significatif comme résultat. Donc, si on regarde par rapport aux garçons, les résultats indiquent aucune différence significative, à la fois pour les comportements intériorisés qui sont là, comportements extériorisés et les comportements globaux. Dans mon étude, il n'y a rien qui est sorti. Donc, les garçons de poids normal versus ceux en surplus de poids ne se distinguent pas au plan du comportement. Cependant, et c'est là que c'est très intéressant, et nous, en fait, les résultats significatifs après la prise en compte de variables confondantes, ce que d'autres auteurs n'ont pas fait. Parce qu'il y en a qui ont observé des différences, mais une fois qu'ils embarquaient qui considéraient les variables confondantes, oups, ça ne restait pas. Puis on se rend compte qu'ils publient les résultats. Donc, chez les filles, 3-5 ans, donc des différences significatives sont notées à la fois pour les comportements intériorisés globaux, pour la dimension anxiété-dépression et pour la dimension retrait social. Mais là, qu'est-ce qu'on voit? C'est que ce sont les filles de poids normal qui obtiennent des scores plus élevés
dans ces trois échelles-là, comparativement au surplus de poids. C'est-à-dire que les filles de poids normal manifestent plus d'anxiété et de dépression et ont plus tendance à se retirer socialement que les filles en surplus de poids. C'est extraordinaire d'avoir découvert ça. Mais c'est très questionnant aussi. Là, on se rappelle que c'est quand même la différence sort pour, j'en ai 111, 37 là. Là, on restreint l'échantillon, fait que, et on considère des variables confondantes, fait que ça sort pareil. Je vous explique. Donc, concernant l'anxiété puis la dépression, donc, je répète, les petites filles 3-5 ans de poids normal sont beaucoup plus anxieuses et dépressives que les petites filles en surplus de poids dans le contexte de notre étude. Les résultats ils vont quand même dans le même sens que ceux observés par certains auteurs. On n'est pas complètement dans le champ. Ce que Wardle et Cook rapportent, c'est que bien que les jeunes en surpoids présentent un degré plus élevé d'insatisfaction corporelle que ceux de poids normal, bien lui aussi, peu d'enfants sont dépressifs ou ont une faible estime de soi. Puis, un peu plus récemment, Russell Mayhew, je ne sais pas comment le prononcer, ses collaborateurs rapportent que le lien entre l'anxiété et la dépression et l'obésité ne semble pas concluant encore chez les tout-petits. Fait qu'il y a encore quelque chose à faire là, mais on n'est pas complètement à part de ce que la littérature dit aussi. L'autre dimension, le retrait social, même chose dans notre étude, les petites filles de poids normal ont plus tendance à s'isoler, à sortir de la petite gang que les enfants, les petites filles du même âge qui sont en surplus de poids. Donc, les résultats convergent aussi avec ceux obtenus par Griffiths et Hall. Donc, eux ont observé qu'à 3 ans, les filles atteintes d'obésité adoptent plus de comportements prosociaux que les filles de poids normal. Donc, elles éprouveraient moins de difficulté à entrer en relation avec les autres et manifesteraient donc moins le désir de se retirer socialement. Ce qu'on n'est pas porté à... On dirait qu'on n'a pas cette image-là en tête. Peut-être que c'est l'inverse, ça change à 6-12 ans. Je vais y arriver. Mais c'est quand même intéressant de voir qu'à 3-5 ans, il y a ce patron-là qui peut arriver de résultat, de dire que nos petites filles de poids normal sont beaucoup plus affectées au plan comportemental pour certaines dimensions là, que les filles en surplus de poids. Fait que, mais qu'est-ce qui peut expliquer que certains enfants qui ont un surplus de poids ne sont pas affectés du tout au plan du comportement intériorisé? Là encore, là, je me suis amusée, puis je me suis dit comment expliquer ça? Qu'est-ce qui explique ça, là? Et là, ce qui ressort dans la littérature, en fait, c'est que ces enfants semblent faire preuve d'une résilience psychologique face aux conséquences adverses du surplus de poids. Et je vous dirais que ce qui ressort davantage dans la littérature, c'est ça ici, là. Si vous avez quelque chose à retenir, là, de ma présentation, c'est davantage la préoccupation à l'égard du poids. Et ils appellent ça aussi ou la perception erronée d'être en surpoids. À 3-5 ans, on ne sait pas trop, l'image pas encore bien définie. Il y a une perception erronée d'être en surplus de poids qui peut expliquer des différences dans les conséquences émotionnelles ou psychosociales du surplus de poids. Donc, dans le cas de notre étude, ça peut vouloir signifier que les fillettes de 3-5 ans de poids normal avaient une plus grande préoccupation par rapport à leur poids que les autres petites filles, ce qui les a amenées à manifester des comportements de l'anxiété, de la dépression, un retrait social à des degrés plus élevés. Ceci étant dit, donc voilà, et l'absence de relations significatives entre les problèmes de comportement extériorisé et le surplus de poids, ça a été constaté dans d'autres études aussi, mais là, les résultats sont très ambivalents. Voyez-vous, il y a d'autres chercheurs qui en ont trouvé des relations significatives. Fait qu'au préscolaire, peut-être que c'est plus au plan intériorisé
que ça ressort. Mais là, il faut qu'il y ait d'autres études pour en conclure à ça. Est-ce que je suis dans mon temps? Oui, parfait. OK. Qu'est-ce qui peut expliquer les divergences dans les résultats? Bon, le type d'étude menée. Nous, c'est une étude très ponctuelle. On a envoyé des questionnaires, le parent a répondu là. C'est une étude transversale. La plupart des auteurs, eux, ont examiné cette relation-là dans le temps. Puis peut-être que, justement, les différences arrivent un peu plus tard dans le développement de l'enfant. Nous, on peut pas le voir par cette étude-là, mais elle sert quand même de levier pour des études longitudinales. L'âge préscolaire, la plupart des études que j'ai recensées, retiennent les enfants de 3-5 ans, mais j'en ai qui ont tout mélangé. Ils partent du 3 ans, mais ils s'en vont jusqu'à 12 ans. Ils ne séparent pas en groupe, fait que ça peut venir un peu expliquer certaines différences dans les résultats. La taille de l'échantillon, vous l'avez vu, moi, quand même 330 participants, qui je considère comme un petit échantillon. J'ai des études que c'est des milliers d'enfants. Les questionnaires utilisés, la plupart des études vont utiliser CBCL. Il y en a qui étudient le préscolaire, mais ils ne prennent pas la bonne version. Ils vont prendre le CBCL, mais pour l'âge scolaire. Il y en a qui vont utiliser le SDQ, c'est le Strength Difficulty Questionnaire. C'est un autre outil pour évaluer les comportements en bas âge. Donc, ça peut expliquer aussi le fait qu'on n'ait pas utilisé le même outil. Ça peut expliquer des différences. Les différents comportements évalués, j'ai des études qui se sont centrées vraiment sur les comportements intériorisés seulement. J'en ai d'autres qui ont regardé extériorisés. J'en ai qui ont tout mêlé. Ici, nous, on a retenu la définition de l'OMS, les catégories de poids. Il y en a d'autres qui sont allés avec le Center for Disease Control, International Obesity Task Force. Donc, l'utilisation de différentes définitions peut avoir aussi fait en sorte qu'il y a des différences entre notre étude et celle répertoriée. Puis la considération ou non, j'en parlais tout à l'heure, de certaines variables. Bon, c'est sûr, hein, on aimerait avoir les plus belles études exemptes de limites, mais ça se peut pas. C'est impossible. Il faut juste que dans la prochaine étude, essayer d'être plus vigilant puis d'essayer d'obtenir des plus grandes subventions, mais c'est pas évident ça non plus. Donc, le devis transversal ici, dans la présente étude, ça ne permet pas d'examiner un lien de causalité dans la relation. La petite taille d'échantillon, bien déjà là, j'ai des différences significatives qui sont sorties, mais peut-être que si j'avais augmenté ma taille d'échantillon, peut-être que sur le plan des comportements extériorisés, j'aurais eu quelque chose aussi. Je ne sais pas. Les questions délicates qui ont été adressées par rapport à l'obésité, aux troubles mentaux chez les parents. Il y a peut-être des parents qui ont répondu « ben non, j'ai pas de problème de santé mentale ». Aurait peut-être fallu que, au lieu d'adresser la question, j'aurais peut-être pu utiliser des questionnaires qui vont aller chercher vraiment ces aspects-là. Le taux de réponse, oui, un faible taux de réponse, on se rappelle 32,5 33 oui, le faible taux de réponse, mais il se situe quand même dans l'étendue. J'ai regardé dans les autres études. Puis, ça varie entre 30 et 99 Bon, on est à 33 mais c'est très typique des études au préscolaire. Qu'est-ce qui peut expliquer le taux de réponse? Je sais que le recrutement, c'est beaucoup fait dans la période des fêtes. C'est pour ça qu'il a fallu que je fasse beaucoup de rappels. On est tous surchargés. De toute façon, je pense qu'il n'y a plus de bon temps là, maintenant dans nos vies. Mais bon, la période des fêtes, c'est à ce moment-là. Puis le budget, moi, j'étais très serrée. J'avais des limites à ce niveau-là. Répondant bien nantis, on en a parlé tout à l'heure, c'est peu représentatif de la population québécoise de parents d'enfants d'âge préscolaire. Donc, ça limite un peu la généralisation des résultats. Et comme j'en parlais, les mesures auto-rapportées, bien, pouvez-vous me dire le poids, la taille de votre enfant? Ça peut amener à une sous-estimation du poids. Parce que semble-t-il que les parents d'âge préscolaire ici, là, dans la capitale nationale, il y a certains parents qui perçoivent comme normal ou socialement acceptable un poids élevé chez leur enfant. Ils se disent, bah, 3-5 ans, il est tout petit encore. Oui, il court, mais c'est pas grave. Ça va s'estomper dans le temps.
Ça, c'est quelque chose qui est ressorti de la littérature de notre population de parents ici. Fait qu'il y a peut-être un petit travail à faire là. Prise de conscience. On le voit comme un peu un facteur de protection. C'est ce que j'ai lu. Il est en santé. Il est dodu, il est en santé, puis il va se défendre. C'est un peu ce qu'on entend. Pardon? Comme en 1920. Oui, mettons, comme en 1920. Mais ton affirmation, c'est dans la capitale nationale par rapport à quelle étude sont ces données-là? Ça, c'est la montagne. Je l'ai dans mes références à la fin, je ne sais plus. Oui, vous allez pouvoir les trouver. Puis l'étude, je la cherche, elle va me venir à l'idée, là, sur l'ELDEC, Développement longitudinal des enfants québécois, là. Donc, c'est ça, c'est comme socialement acceptable, là. On est comme dans une période que... Aussi, oui, tout à fait. Limite de l'étude, bon, c'est les principales. Le message. C'est sûr qu'il faut mener davantage d'études longitudinales sur la relation des problèmes comportementaux et le surplus de poids. C'est vraiment là qu'on va être capable de mieux cerner la trajectoire de ces enfants-là, puis à quel moment cette relation-là sort vraiment, elle se pointe là. Là, on voit déjà quelque chose à 3-5 ans, mais il y a peut-être des patrons différents aussi à 6-12 ans. Et là, cette étude incite à faire preuve de vigilance face à la préoccupation marquée que peuvent présenter certaines filles de poids normal, âgées de 3 à 5 ans, à l'égard de leur poids. Donc, ils ont une préoccupation un peu erronée. Et cette étude-là peut nécessairement servir de levier pour le développement d'interventions précoces par rapport à cette vigilance. Donc, c'est pas juste de dire, bien, on va bouger, on fait de l'exercice, tout ça. Là, c'est des filles de poids normal qui ont des problèmes d'anxiété, de dépression, puis qui se retirent socialement. Fait que les interventions, c'est peut-être de la sensibilisation aussi, tout par rapport à cette préoccupation-là, par rapport à leur poids. Puis des fois, on se dit, l'image de soi, on va faire ça plus à la... Oui. Je t'interromps, mais comment peux-tu affirmer que c'est une préoccupation face à leur poids sur une mesure d'échelle de comportement, mais qui n'était pas liée au poids? Ça, oui. Excellente question. Ça, c'est une hypothèse. C'est une hypothèse qu'il faut aller explorer parce que c'est peut-être pas la préoccupation. Moi, je me suis basée sur ce qui ressort des écrits. 3-5 ans, là. Il y en a qui sont allés évaluer toute la notion du... on est beaucoup... Le wellness, le bien-être. C'est quelque chose qui sort beaucoup. Et ce qui est inquiétant, c'est nos jeunes filles, les fillettes par rapport à leur poids, il y a quelque chose qui est à travailler là. On dire que ça sort à 3, 5 ans, 8 ouais. ans. Et cognitivement, c'est à quel âge qu'ils peuvent avoir vraiment conscience? Bien, en tout cas, les études au préscolaire, ça sort déjà. Mais tu sais, est-ce que c'est très, très marqué? Puis il n'y a pas assez d'études. Il couvrait aussi des plus vieux aussi. Oui. Des fois, ça peut être juste mêlé. Parce qu'on oui. sait avec équilibre, ils sortent régulièrement des statistiques pour le plus des âges primaires. Là. Oui. Ceux qui ont pensé à avoir des diètes, des choses comme ça, c'est oui. en 9 ans. Oui. Et ça me surprenait quand même 3-4 ans. Cognitivement, oui. je ne pensais pas qu'il y avait la capacité de pouvoir poser un regard. Bien, dans les études que je rapporte, oui. On peut peut-être passer à la Ah, oui, oui. Bien, oui, je pense qu'on y est. C'est ça, notre Voilà! OK, tout le monde est emballé, c'est bien, j'aime ça. Oui, puis après ça, je vais... Oui.